C'est lors d'un discours devant les étudiants d'Atlanta que le chef de la CIA fait part de son inquiétude. Vu qu'il est possible que le président Poutine et les dirigeants russes sombrent dans le désespoir, aucun de nous ne peut prendre à la légère la menace que représente le recours potentiel à des armes nucléaires. La Russie dispose de nombreuses armes nucléaires tactiques et serait capable d'en faire usage pour reprendre l'avantage dans ce conflit. Nous entrons maintenant dans un schéma, j'allais dire, plus dangereux mais plus connu. La Russie et les États-Unis vont se retrouver face à face. Se parler est extraordinairement important et se parler avec un langage compréhensible par les deux, pas simplement anglais ou russe, mais compréhensible parce que le lexique nucléaire existe et ça c'est important et nous y arrivons. La perte de son navire amiral en mer Noire hier serait le coup de trop poussant Moscou à cette extrémité. Dans le même temps, les États-Unis s'apprêtent à livrer de l'armement lourd à l'Ukraine et ce, malgré les mises en garde du Kremlin. Bonjour Didier François. Bonjour. Vous êtes reporter de guerre, spécialiste des questions de défense. Est-ce que selon vous, la CIA a raison de s'inquiéter? Vladimir Poutine pourrait répliquer avec Alors, de s'inquiéter, évidemment, c'est toujours une chose à prendre en compte puisqu'ils sont dotés. La deuxième phrase qui après juste celle-là, c'est « à ce stade, nous n'avons rien vu se mettre en œuvre ». Donc les observations sur le terrain font qu'on n'a vu bouger aucun de ce matériel nucléaire. En revanche, le vrai risque aujourd'hui et la menace qui a été faite par Moscou, c'est de frapper Kiev avec des missiles et particulièrement les centres de commandement stratégiques. Donc le risque, c'est qu'effectivement une frappe classique, conventionnelle, mais sur le palais présidentiel par exemple, puisque là, pour le coup, c'est une décision stratégique qui ferait monter les enjeux. Mais ce que disait très bien l'amiral, c'est qu'on est en train de passer dans une nouvelle phase. On est dans une phase où, désormais, les États-Unis et la Russie sont face à face. Et commencent, alors qu'en première phase de la guerre, on avait un Biden très en arrière de la main, et là, maintenant, il est très en avant de la main. Donc on voit bien qu'on est en train de rentrer dans quelque chose de plus classique. Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie, on est entré, comme le dit Didier François, dans une nouvelle phase, une opposition frontale encore inconnue depuis le début de ce conflit. En tout cas, une montée en puissance de l'opposition frontale. Ça a été progressif. Il y a eu les insultes qui ont été en tout cas qualificatifs très négatifs prononcés par Biden à l'encontre de Poutine, jusqu'au génocide maintenant. Notre président a dit attention, quand on dit génocide, on ne peut plus parler aux gens. Donc, ça a beaucoup on fâché monte en Vladimir puissance. Zelensky d'ailleurs. Pardon ? Ça a beaucoup fâché Volodymyr Zelensky Oui. que le président dise ça. Ouais. Oui, parce que mais lui, il est dans son rôle, c'est-à-dire qu'il cherche à accumuler le maximum d'appui et être au maximum dissuasif, au point d'engager peut-être des troupes qui ne sont pas les siennes. Mais juste Didier François, pour reparler des termes qui sont employés par la CIA, Vladimir Poutine pourrait recourir à une arme nucléaire tactique ou de faible puissance. D'abord, ça veut dire quoi ? Alors, la question qui lui était posée, c'est effectivement, est-ce que face à cet échec patent et puis surtout à l'humiliation, Poutine ne voudrait pas aller dans l'escalade ? L'escalade, alors ce qu'on appelle, pour les Américains et pour les Russes, il y a ce qu'on appelle les armes de théâtre, qui sont en fait soit des obus, soit des petits missiles à rayon d'action, enfin limités. Ça reste quand même très très élevé. Et qui, du point de vue français, de toute façon, sont nucléaires. Nous, on ne fait pas de distinction en France entre ce qui relève du stratégique et du tactique. Pour nous, il n'y a que de la dissuasion. On n'utilise pas l'arme nucléaire, si ce n'est si les intérêts vitaux de la France sont engagés. Et à ce moment-là, on passe, nous, directement dans la dissuasion. Donc, il n'y a pas du point de vue français, il n'y a pas de distinction entre du nucléaire tactique et du nucléaire stratégique. Dans ce contexte, c'était mercredi, Joe Biden, ça a peu été repris, a dit on va passer à un stade supérieur. On envoyait en Ukraine des armes défensives. Aujourd'hui, on envoie des armes offensives. Là aussi, monsieur l'ambassadeur, on est monté encore d'un cran dans cette opposition et dans ce risque de confrontation sur le terrain. Moi, je dois dire, je ne vois pas très bien la différence entre armes offensives et défensives, disons des armes lourdes. Peut-être dans la nature du matériel. Voilà, des armes lourdes, des chars, peut-être des avions, des fusées. Et donc, effectivement, c'est un élément supplémentaire d'escalade. Obama, au moment du début de la crise ukrainienne, avait dit qu'il faut faire attention parce que pour les Russes, l'Ukraine c'est totalement affectif, émotionnel, on sort du domaine du rationnel, alors que pour nous c'est un élément de notre affrontement vis-à-vis des Russes, et donc nous ne maîtriserons pas l'escalade. Pour l'instant, c'est les Américains qui maîtrisent l'escalade. Mais il y a un moment, effectivement, d'où l'inquiétude du chef. Quand vous dites nous, les Européens, on ne maîtrisera pas l'escalade, ça va vraiment se passer entre deux blocs.
Ah oui, bien sûr, sans aucun doute. Samantha Berdan, est-ce qu'on entre dans une nouvelle ère dans cette guerre, selon vous? Ah ben oui, on est rentré dans une nouvelle ère le 24 février. Mais avec l'histoire de l'escalade, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. l'ambassadeur, c'est que des pays individuels de l'OTAN peuvent, s'ils le veulent, décider d'intervenir. Il y a eu d'autres guerres au XXIe siècle dans lesquelles les pays de l'OTAN, qui n'arrivaient pas à avoir un consensus au sein de l'OTAN, ont décidé d'agir. Là, je prends l'exemple, par exemple, de la guerre en Irak. Là, il y aurait une rumeur selon laquelle les Britanniques seraient prêts à intervenir. Moi, j'ai regardé la presse britannique ce matin, je ne vois rien là-dessus. Donc, on y reviendra tout à l'heure. On a un peu creusé sur le dossier. Des mots auraient été prononcés par... Mais même sans mandat de l'OTAN. Mais en effet, on y reviendra tout à l'heure. Alors, donc, les pays de l'OTAN restent des pays souverains en matière de défense et peuvent décider ou non d'intervenir. Les pays d'Europe de l'Est, les pays baltes, la Pologne, la Slovaquie, sont quand même sur la ligne de front, sont très très inquiets par ces développements. La Slovaquie qui a proposé d'envoyer des MiG, donc des avions de chasse aux Ukrainiens. Ils attendent de voir si les Américains vont leur apporter des renforts pour donc pallier à leur manque potentiel. Mais oui, on est en train vraiment de voir une escalade inquiétante à ce jour. Alors, ce qui provoque l'ire de Moscou, c'est ce navire, le Moskva, qui a été coulé, une attaque revendiquée par l'armée ukrainienne. Alors, comment réagit-on à Kiev? Est-ce qu'il y a un sentiment de victoire? Ignacio Bornassin, vous êtes sur place, ou bien la crainte de représailles? Bonjour. Alors oui, vous l'avez dit, effectivement, d'un côté, il y a ce sentiment de satisfaction. Forcément, le peuple ukrainien est un peuple très fier. Alors l'armée ukrainienne dit avoir coulé ce vaisseau amiral russe. Alors forcément, ici, c'est une fierté. Il faut rappeler aussi que la Russie, elle, dément que ce navire a été coulé par des frappes ukrainiennes. La Russie parle d'un incendie des munitions. C'est ce qui a provoqué, c'est ce qui aurait provoqué, selon la Russie, que le bateau, que ce navire coule. En tout cas, ici, les habitants avec qui nous avons pu parler sur les réseaux sociaux, on met en avant cette victoire qu'ils qualifient de victoire, cette victoire de l'armée ukrainienne. Mais effectivement, c'est vrai, il y a toujours cette crainte de représailles suite après avoir coulé ce navire. Il faut dire qu'ici à Kiev, par exemple, la capitale a été menacée également par le ministère de la Défense de l'armée russe de futurs bombardements, des bombardements intensifiés. On voit que la Russie, qui s'était retirée de Kiev et sa banlieue fin mars avec le retrait des troupes russes pour aller se concentrer dans l'est du pays, et bien ici, ce matin, il y a eu une frappe sur un site d'armement ukrainien dans la banlieue de Kiev. Alors oui, cette crainte des représailles, elle existe. À Kiev, où on a vu ces derniers jours un semblant de retour à la vie normale, eh bien, ce retour à la vie normale semble désormais un petit peu plus compromis. Kiev, en tout cas ici, et les habitants repassent en état d'alerte maximale. Merci beaucoup à tous les trois pour ce témoignage. Lui, on ne sait pas s'il a des retenues sur cette satisfaction après avoir coulé un navire. Il s'agit du président Zelensky. Écoutez-le, il n'y a pas d'ambiguïté. Beaucoup nous ont conseillé de quitter le pays, conseillé de se rendre à la tyrannie. Mais ils ne nous connaissaient pas. Ils ne savaient pas à quel point les Ukrainiens étaient courageux, à quel point nous aimions la liberté. Quant aux bateaux russes, ils ne peuvent que couler. Monsieur l'ambassadeur, aucune retenue de la part des autorités ukrainiennes. C'est assumé, en tout cas. Ils luttent pour leur survie, à la fois l'équipe dirigeante et le peuple lui-même. Donc effectivement, il n'y aura aucune retenue. Ça, c'est très clair, il dit la vérité. Ça vous étonne pas? Non. C'est assumé, avec le risque on en parlait tout à l'heure. Alors déjà, quand même, rappelons que les Ukrainiens sont agressés dans cette affaire. Donc c'est logique qu'ils se défendent. Enfin, franchement, honnêtement, on ne peut pas le leur reprocher. La deuxième chose, en revanche, on voit une inflexion depuis une semaine à peu près, ou avec une montée en puissance de la confrontation, poussée très fortement depuis que les États-Unis se sont mis dans le jeu. Et on est maintenant, en termes de livraison d'armes, à des choses extrêmement conséquentes. Quand vous dites extrêmement conséquentes, quand on est parce qu'on a du mal à avoir, franchement, d'ailleurs, des éléments. Non, mais parce que, honnêtement, il y a plus de 20 000 missiles anti-chars qui ont été fournis, et c'est ça quand même qui a permis, plus le renseignement, etc., c'est quand même ça qui a permis de mettre en échec l'offensive russe sur Kiev.
Évidemment qu'il y avait une partie du renseignement qui a aidé aussi pour faire ce tir sur le navire, puisque les derniers photos satellites le voyaient faire ce qu'on appelait des patterns, enfin des zigzags. Des chemins très réguliers. Il prenait toujours le même chemin. La dernière fois qu'il a été vu au point originel, c'était le 8 avril avec des satellites, et on savait qu'il revenait à cet endroit-là. Donc tout ça était évidemment bien fait. Mais on voit aujourd'hui se développer dans le monde anglo-saxon, en tout cas, et c'est pour ça qu'on a cette discussion sur les Britanniques, une politique de plus en plus d'intervention. C'est-à-dire qu'on avait avant la question du no-fly zone, enfin de la zone d'exclusion aérienne, qui était en fait une façon de rentrer dedans. Aujourd'hui, on est sur la question du génocide, puis la question des armes. On voit bien qu'il y a, y compris dans le camp occidental, aujourd'hui, une volonté un peu plus forte d'intervention, avec un risque pour savoir pour les Européens, est-ce qu'ils vont suivre ou pas. Et quand, en fait, on est un peu dans la même situation que est-ce qu'il y a des interventions sans cadre international avec des pays individuellement qui peuvent le faire. Ils ont le droit de le faire. C'est leur choix. Mais on est bien aujourd'hui pas loin de ce type de discussion et de décision. C'est pour ça qu'il y a une certaine prudence encore en Europe continentale, dans l'Union européenne. Parce que tous les pays qui, pour l'instant, sont très engagés ne sont pas membres de l'Union européenne. Oui, j'aurais juste à intervenir sur une chose. Là, on parle des anglo-saxons qui vont intervenir. Mais il faut se rappeler que les principales victimes dans le monde, si l'Ukraine tombe à la main des Russes, ce seront les Européens. C'est que si nous nous retrouvons dans un continent européen avec une Ukraine soit divisée avec un espèce d'État fantoche à l'ouest, soit totalement occupée par la Russie, qui est-ce qui va en payer les conséquences? Ce sera l'Europe, ce sera d'abord par l'unité européenne qui ne va, à mon avis, ne pas survivre à une défaite de l'Ukraine parce que les Européens de l'Est seront trop en colère avec ce qu'ils aperçoivent, ce qui pour eux est une Europe de l'Ouest qui n'a pas compris la menace russe. Et puis, je me rappelle quand même, quand vous lisez les écrits de Vladimir Poutine, il parle non seulement d'une Ukraine nazie, mais il fait de plus en plus allusion à une espèce d'Europe nazie. Donc, si vous voulez, la sécurité de l'Europe, elle va passer par ce qui se passe dans cette guerre en Ukraine. Donc on peut critiquer les anglo-saxons autant qu'on veut, qui sont en train d'aider l'Ukraine, mais ceux qui vont souffrir si l'Ukraine perd cette guerre, ce sont nous. Et je suis britannique, nous les Européens. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis européenne aussi. J'habite en France et là, je défends les intérêts européens en disant cela. Alors, mais c'est intéressant parce qu'on est vraiment un peu sur un débat comme en 2003. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un camp qui pousse très fortement, et le résultat de l'Irak n'a pas été particulièrement... Ça n'a rien à voir avec la guerre en Irak, je suis désolée. Bien sûr. Non, ça n'a rien à voir. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est qu'on voit vraiment qu'il y a deux visions. Donc, il y a ceux qui sont dans l'Union européenne et qui sont quand même un peu plus prudents parce qu'ils voient aussi comment le monde extérieur le voit. Avec ce débat à l'ONU, etc., les votes à l'ONU différents, l'Afrique, etc. Et puis, effectivement, des gens qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui sont un peu plus allants. Donc, il va y avoir un débat dessus. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas tranché par l'intervention, mais honnêtement, il y a un vrai débat. Revenons, si vous voulez bien, à ce bateau, présenté d'un côté comme un fleuron de la marine russe, et en même temps qui n'a pas bien su se défendre visiblement, qui apparaît aussi comme un navire vétuste. Sylvia, quelle est la réalité? C'est vrai, gros revers, humiliation, les Occidentaux ne lésinent pas avec les qualificatifs pour commenter ce qu'il s'est passé. Le croiseur Moskva est un navire lance-missiles de 186 mètres de longueur. C'était le plus important porteur de missiles russes en mer Noire. À son bord, 16 lanceurs de missiles anti-navires, mais aussi beaucoup d'autres armes anti-aériennes notamment. Alors selon un porte-parole militaire d'Odessa, il assurait la couverture aérienne des autres vaisseaux pendant leurs opérations, le bombardement de la côte, les manœuvres de débarquement, et plus de 500 hommes étaient à son bord. Alors le Moskva, c'est aussi un navire symbolique. Il a participé à de nombreuses missions, notamment en Syrie, où il protégeait une base russe. Il a aussi été un outil de diplomatie, participant à des sommets internationaux. Vladimir Poutine, il a aussi accueilli de nombreux dirigeants étrangers à son bord. Il était basé à Sébastopol, en Crimée annexée. Et c'est ce navire qui a notamment intimé aux militaires ukrainiens de l'île aux Serpents de se rendre dans un échange qui est devenu célèbre dans le monde entier. Ironie de l'histoire, il figure même sur un timbre de l'Ukraine, un timbre en honneur de ces militaires ukrainiens. On sait que Moscou parle donc d'un incendie, ne reconnaît pas la thèse des missiles ukrainiens qui auraient coulé le bateau. L'Ukraine, elle, indique avoir utilisé des missiles Neptune Solmer, entrés en service il y a à peine
1 an dans l'armée ukrainienne. Et Sylvie, alors comment un tel fleuron peut-il être touché par un missile ? Ben voilà, 40 ans en tout cas qu'il est en service, ce navire, à l'origine conçu pour cibler les porte-avions de l'OTAN durant la guerre froide. La presse le surnommait le tueur de porte-avions. Certains le qualifient aujourd'hui de navire vieillissant, au concept dépassé, mais il avait été récemment rénové et modernisé. Était-il équipé d'un système de brouillage qui aurait pu permettre d'éviter le missile? Ça, on ne le sait pas. Pourquoi est-ce que le navire n'a pas utilisé un mur d'obus qui aurait permis aussi d'arrêter le missile? Des systèmes de défense existent. D'ailleurs, la flotte russe en possède, on ne sait pas si ce bateau en était équipé. En tout cas, selon le Pentagone, le navire était un élément clé des efforts russes pour assurer une domination navale en mer Noire. Et cet échec repousse encore plus l'objectif d'Odessa, qui est une ville qui n'est pas atteignable par la terre. Et quand on perd ce type de bateau, eh bien, on perd un morceau flottant de territoire national. En tout cas, c'est un événement rarissime. C'est pourquoi il est tant commenté aujourd'hui. Merci Sylvia Micon. Didier François, on rappelle justement l'affaire du timbre, parce que symboliquement, c'est une très grosse prise. Le Moskva, c'est celui auquel les soldats de l'île aux serpents ont répondu « va te faire foutre ». C'est ça. C'est écrit sur le timbre d'ailleurs. C'est écrit sur le timbre. Donc, on voit bien le doigt que fait le soldat face au... encore une fois, même si c'était un navire qui, comme nous dit Sylvia, était un peu vieux. Alors il était ancien, mais c'était quand même une pièce importante de leur dispositif, puisque c'était le navire amiral, c'est celui qui coordonne l'ensemble des 21 navires de surface qui sont aujourd'hui en mer Noire, parce qu'il a un système, une salle de commandement et des communications très importantes que n'ont pas tout à fait les autres navires. Or, ils ne pourront pas les remplacer puisque le détroit du Bosphore est fermé, et que donc ça va être très compliqué pour eux de faire revenir un navire. Et puis, par ailleurs, c'était aussi un navire de défense antiaérienne, effectivement. On voit les phalanx à un moment qui sont ces espèces de mitrailleuses rondes là, qui voilà, on va le voir juste après très grand ça. débit. Voilà. Et puis ils ont surtout ces S-300 qui sont des missiles qui permettaient de couvrir tout le sud de l'Ukraine et de protéger les troupes russes. Ça fait que dans la ville de Kherson, en ce moment, qui est un peu en bataille, ça permettra peut-être aux Ukrainiens de pouvoir faire voler un peu plus de choses et d'y aller. Donc voilà, ça c'est typiquement le type de défense antiaérienne qui peuvent être utilisées. Et ça c'est plutôt du canon. Alors la question c'est comment est-ce que vous avez des informations comment un missile a pu atteindre et couler parce que le navire a coulé? Pour ce qu'on laissait entendre, et voilà, ça c'est les défenses antiaériennes. En fait, il y a deux radars sur ce bateau. Un radar directionnel pour suivre, qui fait du 180 degrés, et un qui fait 360. Donc l'astuce a été d'attirer l'attention de ces deux radars. Et donc les Ukrainiens ont envoyé un drone, et donc un TB2. Et donc évidemment, la défense du navire s'est concentrée sur le drone et a mis des radars dessus. Et ce qu'ils n'ont pas vu arriver derrière, dans une mer très formée, parce qu'il y avait un ouragan, une tempête qui était en train de monter, et ils ont tiré sur un autre angle les deux missiles qui arrivaient. Et donc, ils n'ont pas été détectés et suivis par les radars. C'est comme ça que le bateau a pu être touché. Mais il n'y avait pas d'autres systèmes de défense, outre effectivement les radars qui auraient permis de l'arrêter. C'est vrai que ça paraît fou quand même. Oui, juste on peut pas non plus. Quelques drones aient réussi à le couler. En fait, c'est ça qui est malin. C'est-à-dire qu'ils ont braqué l'attention. Ils ont braqué l'attention des radars, des deux radars. Celui qui fait le 360, c'est celui qui va loin. Celui qui fait 180, c'est celui qui se met prêt à tirer. Et donc, ils ont été occupés. Et voilà, donc ils ont bien joué. Et alors, comment est-ce que ça remet en cause la stratégie russe de mainmise sur la mer d'Azov et sur la mer Noire? Il leur reste quand même une vingtaine de bateaux, me semble-t-il. Est-ce qu'il y a une faille, du coup, avec ce bateau qui a été coulé? Alors, ce bateau, il assurait aussi la protection des autres bateaux sur la mer Noire. Des analystes militaires ukrainiens disent maintenant que, avec la destruction de la Moskva, c'est clair que la prise d'Odessa, elle est vraiment pas pour demain. Et comme disait Didier, c'est surtout dans la mer d'Azov maintenant. On ne peut plus avoir de notre grand navire du calibre de la Moskva qui peuvent rentrer parce que le détroit des Dardanelles est complètement bloqué par les Turcs. Pour lancer une opération maritime pour une invasion terrestre, on a besoin de ce type de bâtiment, un bâtiment de commandement qui coordonne. Le bâtiment de commandement, alors jusqu'à présent, ils n'ont pas bien coordonné les Russes, d'où le résultat d'ailleurs. Ils vont encore moins bien coordonner. Alors, il leur faut deux choses. Il leur fallait ça, mais il leur aurait fallu prendre Mykolaïev et pouvoir passer derrière, parce que si on fait une tête de pont,
en faisant un débarquement, c'est 96 heures. Au bout de 96 heures, il faut qu'elle soit rattrapée et soutenue par des troupes au sol. Donc de toute façon, ils étaient déjà très loin de prendre Odessa. Ils sont en train déjà d'essayer de garder Kherson. C'est pas gagné leur affaire. Et alors c'est anecdotique, mais ça montre un peu tout l'absurde de cette guerre finalement. C'est que Mykolaiv est l'endroit où ce bateau était rééquipé entre 2010 et 2016. Il a été rééquipé. Il devait être de nouveau rééquipé parce que son système anti-incendie était vétuste. Il n'a pas été rééquipé. Donc peut-être qu'il y avait eu un système anti-incendie un peu plus performant. Ils auraient pu sauver le bateau. L'histoire s'est acharnée sur ce bâtiment. Et en symbolique plus, pourtant. En 2008, ce bateau-là a été touché en Géorgie. Quand les Russes ont essayé d'envahir la Géorgie, la Moskva était sur les côtes géorgiennes et a été touché par un missile géorgien. Donc c'est vraiment un bateau qui n'a pas de chance. Alors, comme pour compliquer encore le tableau, l'armée russe affirme avoir tué une trentaine de mercenaires polonais dans le nord-est de l'Ukraine. Voilà qui risque de renforcer encore les tensions entre Moscou et Varsovie. Est-ce qu'on peut imaginer, M. de Gnassi, que Varsovie soit derrière l'envoi de mercenaires sur les terres ukrainiennes? C'est très difficile de détecter l'origine des mercenaires. Il y a quand même beaucoup d'enthousiasme pour soutenir la cause ukrainienne partout. Il y a des Français, des Anglais, des Polonais. Donc, si on incrimine le gouvernement polonais parce qu'il y a des Polonais qui sont capturés dans les troupes ukrainiennes, ça veut dire qu'on a envie d'antagoniser très clairement le gouvernement polonais. Quel intérêt auraient les Russes de dire on a tué un commando polonais? En fait, de mercenaires polonais. Là, pour le coup, c'est une décision politique. Et est-ce qu'un mercenaire garde son identité sur lui? C'est ça, la question que je pose. Alors, ça peut arriver. La preuve, c'est qu'on sait que le groupe Wagner, qui est un groupe de mercenaires russes, a recruté des Centrafricains et qu'on a trouvé 2 pauvres Centrafricains tués dans les rangs de Wagner. Enfin bon, pauvres, c'est... Mais et personne n'a accusé le gouvernement centrafricain d'avoir envoyé des mercenaires en Ukraine. Donc quand la Russie fait ça, il pointe effectivement, comme l'indiquait l'ambassadeur, politiquement... Sauf que la Centrafrique, c'est pas les mêmes relations avec la Russie que c'est la pas Pologne. tout à fait la même relation, bien sûr. Non, mais je sais bien, c'est une façon de... Mais en fait, les Russes utilisent eux également des mercenaires. C'est ça que je voulais dire, en fait. Oui, je comprends bien. Et donc, le fait de souligner la nationalité des Polonais, qui sont évidemment très engagés aux côtés des Ukrainiens, est une façon de pointer du doigt contre le gouvernement polonais. Mais ce ne sont pas forcément des mercenaires. Et d'ailleurs, ce ne seront probablement pas des mercenaires. Comme vous savez, le président Zelensky a appelé à créer une légion internationale et donc il a invité des étrangers qui voulaient défendre l'Ukraine à venir se battre en Ukraine. Et depuis 2014, il y a beaucoup de volontaires des pays baltes et beaucoup de volontaires polonais et tchèques et slovaques qui sont en Ukraine depuis 2014 parce qu'eux considèrent que défendre l'Ukraine, c'est aussi défendre leurs frontières. Et donc, je ne pense pas que ce seront des mercenaires, mais juste des volontaires qui sont allés là-bas. D'où toute la question du jour où la Russie nous accusera d'avoir mis des soldats, des bottes sur le terrain ukrainien. Ce ne sont pas, ils ne sont pas envoyés par le gouvernement, mais ça, là, on part dans un terrain flou et dangereux. On revient sur le terrain avec nos équipes dans quelques instants. Notre spécial Ukraine continue. On ira à Kiev où, à nouveau, il y a des frappes russes sur la ville. Puis on reviendra bien évidemment sur ces menaces nucléaires signées Vladimir Poutine.